Déstockage Games. Salut à tous les gars, c'est HBK, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale 3000 abonnés. J'ai un peu de retard, mais bon, au moins j'ai pu acquérir des questions plutôt intéressantes et encore pas mal de nouvelles pièces, de nouveaux matériels. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, ça va être plutôt cool. Pour commencer, je vous remercie déjà encore tous, puisque tout ça, ça n'aurait pas été possible sans vous. Vous êtes vraiment une super communauté. Je rencontre énormément de joueurs sur le terrain. Encore dimanche dernier, quand je suis allé sur Homework, j'ai pu faire de super rencontres, échanger aussi avec les gens. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'aime jouer avec vous, j'aime parler avec vous. Donc continuez comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait aussi continuer les vidéos sur cette chaîne-là. Et c'est vraiment un pur plaisir pour moi, je kiffe de ouf. Du coup, dans cette vidéo, on parlera de mon nouveau loadout en partant du bas pour finir, pour remonter vers le haut. Ensuite, cette partie-là, loadout, sera suivie de la FAQ avec toutes les questions que vous avez posées. Enfin, pas toutes, puisqu'il y en a que je trouve plus intéressantes que d'autres. Ce sera un plaisir d'y répondre. Du coup, pour les chaussures, j'ai changé. Alors avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais sur un vieux modèle Decathlon, des chaussures assez confortables, mais qui ne maintenaient pas hyper bien la cheville. Donc là, j'ai changé de chaussures, je suis passé sur un modèle, c'est les Miltech, les Mid Coyote. Elles sont vraiment super, je les ai achetées sur le site Vet Sécurité pour à peu près 55 €. J'ai été livré en 24 heures, puisque vous le savez, j'aime pas du tout attendre, c'est quelque chose qui me saoule, donc je prends toujours la livraison 24 heures. J'ai pas eu de problème avec, les chaussures sont vraiment super. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, j'ai eu certains retours qui disaient qu'elles n'étaient pas hyper confortables. Moi je trouve qu'elles sont vraiment bien, je suis à l'aise à l'intérieur et surtout le gros avantage qu'il y a sur ces chaussures, c'est qu'elles ne font pas de bruit. Quand j'ai envie de marcher un peu en soum-soum, ça fait vraiment pas de bruit, vraiment hyper silencieux, donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. En plus de ça, elles sont pas hyper lourdes non plus, donc ça m'handicape pas plus que ça. Elles sont alors déjà très confortables. Un plus de jouer avec ce genre de chaussures là, puisque celles d'avant elles n'étaient pas hyper confortables, elles étaient, voilà, c'était du bas de gamme entre guillemets. Voilà, là non plus je suis pas sur des Rangers ou autre chose, mais je suis vraiment tombé sur quelque chose de très bonne qualité pour pas très cher. 55 € c'est pas hyper cher. Quand je vois des fois des chaussures qui peuvent monter jusqu'à 200 balles, non. Donc vous voyez sur ces chaussures, au niveau de l'arrière, la semelle au niveau du talon, elle est vachement épaisse, c'est ce que je vous disais. Et c'est ce qui vous permet d'être très silencieux lors de vos déplacements, et ce qui n'est pas du tout négligeable, que ce soit en forêt ou en CQB, surtout en CQB, puisque voilà, mon expérience fait que je joue énormément sur Homework. Quand vous êtes dans un couloir, vous devez avancer très doucement pour ne pas vous faire repérer. Ces chaussures-là, elles sont vraiment nickel. Donc voilà, ces chaussures-là, vous pouvez les trouver sur le site Vet Sécurité. Vous avez plusieurs coloris. Vous avez du noir, vous avez du gris, vous avez le Coyote. J'ai préféré le Coyote puisqu'il va avec toutes mes tenues. En fait, j'utilise des tenues multicam et une tenue contractor que vous verrez juste après. Au final, la couleur se marie très bien avec les deux uniformes.
Au niveau des tenues, vous verrez ça juste après, puisque voilà, maintenant on fait partie d'une équipe, on a monté toute une équipe de copains qui est vachement sympa. Et en fait, si vous voulez, donc on joue très souvent camo, ça nous arrive de jouer civil, mais on ne s'est pas imposé de tenue en fait. Chacun peut mettre la tenue qu'il souhaite, et je trouve ça vachement important en fait, parce que même si l'airsoft c'est quelque chose de très collectif, il y a un côté aussi un petit peu individuel qui fait que voilà, chacun aime bien avoir sa tenue, chacun aime bien avoir sa réplique. Et c'est vrai que nous, on n'était pas partisans du fait d'avoir tous la même tenue, même si en général, du coup, on a la même puisqu'on utilise le multicam. On se retrouve, voilà, c'est pas très original, mais on en a qui jouent en CE, il y en a d'autres qui jouent en Woodland. Donc voilà, c'est vraiment un choix de chacun et je trouve ça vraiment important. Pour ma part, je joue donc en camo, en multicam et en civil en contractor. Au niveau des vêtements, je suis resté sur la marque Invader Gear que je trouve vraiment pas mal. On est sur quelque chose de pas hyper cher et pourtant de très bonne qualité, hein. Alors c'est clair que comparé à de l'UF Pro, ça n'a rien à voir, mais pour l'usage qu'on en fait, c'est largement suffisant en fait. J'ai pas besoin d'un matériel ultra militaire pour jouer à l'airsoft, c'est pas du tout utile. Donc concernant le pantalon, je suis passé aujourd'hui sur des pantalons avec des genouillères intégrées. Avant, je vous disais que j'étais pas hyper fan de ça. Maintenant, je suis plus friand de ce genre de pantalon. Les genouillères que j'avais Pentagone sont très bien, très confortables. Elles ne bougent pas. Le seul inconvénient qu'il y avait, c'était l'élastique qui faisait le tour de ma jambe. Ça me compressait la jambe, ça me faisait super mal quand je devais monter des escaliers ou autre chose. C'était très pénalisant en fait, parce que ça bloque la circulation du sang, c'est hyper chiant. Donc voilà, là je suis passé sur le pantalon avec les genouillères intégrées. Une fois que c'est réglé, ça bouge pas, hein. J'ai déjà vu des commentaires comme quoi la genouillère pouvait se barrer ou que ça arrêtait pas de bouger. Moi personnellement, j'ai pas ce genre de problème là, donc c'est vraiment du grand plus en fait. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir, j'ai pas quelque chose qui me serre la jambe, mais j'ai quelque chose qui me protège le genou quand je veux m'agenouiller ou même quand je prends une bille, hein. C'est vraiment hyper utile. Pour le pantalon, j'utilise deux pantalons, hein, un Coyote, un multicam comme je vous ai dit, de la marque Invader Gear que vous retrouvez sur le site d'OPS Store avoisinant les 80 €. Donc voilà, c'est pas donné non plus, mais on tombe sur quelque chose de qualité avec les genouillères. Celui sans genouillère, il me semble, était aux alentours des 40 €. C'est vrai que ça picote un peu de claquer 80 balles pour un pantalon, mais bon voilà, le confort y est, j'ai rien à redire dessus, la qualité est bonne, je le lave, il perd pas trop sa couleur pour l'instant, ça reste quand même neuf, hein, donc, mais voilà, pour 80 €, je suis quand même content de ce que j'ai, c'est super utile et je vous le conseille vraiment en fait, parce que voilà, les genouillères qu'il faut enrouler autour de sa jambe ou machin, c'est pas du tout confortable et c'est hyper chiant. Vous allez voir ensuite que sur ces pantalons-là, sur ce genre de modèle de pantalon, au niveau de la ceinture, on a des passants beaucoup plus larges et qui permettent en fait de passer, vous allez voir ma nouvelle ceinture que j'ai eue, Templar Gear. Si je compare avec le pantalon sans genouillère de la même marque Invader Gear, le passant est plus petit, donc en fait j'aurais pas pu passer cette ceinture, cette nouvelle ceinture. Donc voilà, faites bien attention à ça. Sur ce genre de pantalon à 80 €, au niveau des passants de la ceinture, c'est beaucoup plus large et ça vous permet de passer des ceintures Cobra ou des ceintures, la nouvelle ceinture Templar Gear, et franchement tant mieux en fait, parce que si j'étais resté sur l'ancien modèle, j'aurais pas pu la mettre. Pour la ceinture, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, je vais vous en reparler ici un peu plus en détail puisque je trouve qu'elle est vraiment pas mal. J'ai changé de ceinture et je suis passé sur une ceinture low profile PT5 taille S de chez Templar Gear que j'ai eu sur OPS Store pour environ 55 €. Cette ceinture que j'ai, vous pouvez la retrouver soit en noir, soit en coyote, soit en multicam, ou soit la dernière couleur étant Ranger Green. Donc voilà, ça vous permet d'avoir plusieurs coloris en fonction de votre tenue, ça laisse du choix, donc ça impose pas une couleur, c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez faire votre choix, hein, quand vous l'achetez, vous choisissez et vous prenez celle qui vous convient. Quand vous la recevez en deux parties. Vous allez avoir une première partie de ceinture qui va être en velcro mâle, je pense, et la deuxième en velcro femelle. Donc vous allez passer la première ceinture dans les boucles de votre pantalon et vous allez fixer la deuxième en fait par-dessus. Cette ceinture est vraiment une bonne surprise puisque en fait quand je la mets autour de la taille, au début j'avais un peu peur, j'étais sceptique, je me suis dit ça va pas hyper bien tenir avec le velcro, et au final malgré toutes les poches que j'ai, le poids des chargeurs rajoutés, surtout que je mets aussi mon lanceur de 40 mm dans ma dump push, donc ça fait vraiment du poids et au final ça tient super bien, le velcro tient vraiment bien, ça ne bouge pas, j'ai jamais perdu ma ceinture en cours de partie et c'est vraiment super, vraiment c'est vraiment un achat. Alors pour le coup, avant j'étais sur une ceinture que j'avais eue sur Taiwan Gun, quelque chose de pas hyper qualitatif, hein, mais en même temps je l'avais payé 20 balles, donc ça suffisait à faire ce que je voulais, hein, mais c'était pas hyper confortable. Là vraiment ça bouge pas et c'est vraiment terrible.
Comme vous pouvez voir sur les vidéos, j'ai décidé de rajouter une troisième ceinture, en fait une ceinture Cobra de chez Emerson aux alentours de 40 € chez OPS Store, qui vient en fait solidifier le tout et attacher le tout. Il faut savoir que cette ceinture n'est pas livrée avec l'ensemble Templar Gear, donc vous devez la prendre à côté. C'est vrai que 40 € pour ce genre de ceinture c'est un peu cher, hein. Vous pouvez en trouver des moins chers sur Amazon. J'avais vu ça, des trucs que vous pouvez recevoir aussi en 24 heures qui coûtent aux alentours de 20 €. Voilà, moi je l'ai pris sur OPS Store parce que ça me permet, j'ai pris tout l'ensemble avec. Mais voilà, ça permet vraiment un bon maintien. Vous le fixez, c'est plus des accroches en plastique comme j'ai pu avoir, on est sur des boucles en métal et ça tient super bien. Pareil, hein, j'ai jamais eu de soucis, jamais ça s'est défait en pleine partie, ça se casse pas, c'est vraiment du solide. Donc vraiment, je vous conseille d'attacher votre ceinture avec ce genre de système. Au niveau du gilet, je suis toujours chez la marque Viper Tactical, hein. J'ai pas changé de gilet parce que le gilet que j'ai actuellement me convient très bien. Je suis sur le modèle Viper Tactical Buckle Up. J'ai pris celui-là puisque je change régulièrement de poche chargeur. Comme vous le savez, actuellement je joue avec la GNG SBR 308 là, avec les chargeurs de 7,62. Je joue avec un HK 416, donc des chargeurs classiques de 5,56, et je joue avec la QRF mode 1 qui est en chargeur 9 mm. Donc ça fait pour 3 répliques, 3 types de poches différentes. Donc voilà, l'avantage du Buckle Up, c'est que je peux changer de poche très rapidement grâce aux boucles qui sont situées sur l'avant du gilet. Vous rachetez un petit panel à côté qui coûte 20 €, vous mettez vos poches et c'est quelque chose que vous changez vraiment en 2 minutes, et c'est vrai que c'est un très gros avantage, hein. Ça vous évite de tout défaire, de tout remettre. Quand je suis sur le terrain au work et que j'ai envie de changer de réplique, il me faut 2 secondes vraiment pour changer de poche chargeur, et pareil, hein, c'est quelque chose d'appréciable. Je perds pas une demi-heure en zone neutre à tout changer et au final retourner en jeu en ayant raté plein de trucs, ne pas être avec les copains. Là c'est vraiment quelque chose, je vous le dis, hein, 2 secondes c'est changé et vous repartez en jeu nickel. Ce qui a changé sur mon gilet du coup, c'est les poches pour ma QRF, hein, les 9 mm. J'ai pris encore la marque Templar Gear puisque je suis très satisfait de la qualité qui est proposée. Alors je trouve par contre que les poches sont un peu chères, hein, puisque les poches vous les trouvez aux alentours de 19 €. Pour des poches chargeurs ça fait mal, sachant que j'aurais dû en prendre 5. Vous faites le calcul, ça monte très vite, ça va au-dessus de 100 balles. Pour des poches, c'est vraiment pour le coup je trouve un peu cher. Même si la qualité y est, qu'elles sont facilement réglables, puisque là on part sur des poches plus style taco, même si je suis pas hyper fan de ce genre de poche. Les Fastmax sont vraiment pas beaux, donc voilà, j'ai préféré partir sur ce modèle là, même si c'est hyper cher et pourtant de bonne facture. C'est facilement réglable, hein. Vous pouvez mettre votre chargeur dedans, resserrer ensuite, vous allez voir que les chargeurs ne tombent pas, qu'ils soient à l'envers ou à l'endroit. Ça de toute façon, même sur mes anciens modèles, j'ai jamais eu de problème avec ce genre de poche. J'ai jamais perdu de chargeur en partie. C'est quelque chose qui permet un très bon maintien du chargeur, même des fois un peu trop, puisque la semaine dernière quand j'ai joué avec la QRF, j'ai eu du mal des fois à remettre mes chargeurs dans les poches tellement c'était serré. Voilà, c'est vraiment quelque chose, vous pouvez les mettre sans risque, vous perdrez aucun chargeur en partie. Pour le combat short, pour ma tenue contractor, je suis parti sur au noir forcément, puisque le bas est tan. Je suis toujours chez la marque Invader Gear que vous retrouvez chez OPS Store pour environ 36 €. Et concernant le combat short multicam, j'ai changé, je suis parti de chez Invader Gear, non pas parce que la qualité me déplaît, juste parce que le milieu en fait tire vers le orange et c'est vraiment pas beau. Du coup j'ai pris un nouveau combat short que j'ai eu sur Amazon, je vous mets le lien dans la description parce que je m'en souviens pas, hein. On part sur un truc chinois de mytho, je sais pas où. Je l'ai trouvé aux alentours d'une trentaine d'euros, donc vraiment pas cher. La matière elle change, on est sur quelque chose un peu comme du pyjama, c'est vachement confortable. J'avais peur que ça s'effiloche au fur et à mesure du lavage et au final pour l'instant ça reste intact entre guillemets, donc ça me va super bien. Et le milieu tire vers le gris, donc c'est déjà moins visible, c'est plus joli. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué mon slip et que j'ai changé pour ce combat shirt. Au niveau du haut du visage, rien n'a changé, mis à part le couvre-casque que j'ai rajouté sur mon casque qui était noir, sur lequel j'avais fait un paint job tan, machin, qui était au final pas très joli. J'ai rajouté un couvre-casque multicam que j'ai commandé sur... Alors ça, je l'ai commandé sur Wish, ça m'a coûté 5 balles, donc l'avantage c'est que ça coûte pas cher, mais l'inconvénient c'est que je l'ai reçu un mois et demi plus tard. Donc vous me connaissez, moi qui suis impatient, ça m'a fait péter les plombs. Même quand je l'ai reçu, j'avais oublié que j'avais commandé ça. Mais pour le prix, c'est vraiment quelque chose oui, c'est un truc que je comprends pas. Il y a des trucs qui coûtent vraiment pas cher et au final vraiment de qualité, puisque je vois certains couvre-casques, ça coûte entre 15 et 20 € sur certains sites. Là, je l'ai payé 5 €, c'est vraiment de bonne qualité. Il y a des lanières partout, il y a des passants pour les fils partout. Donc pour ma GoPro, c'est quelque chose de vachement intéressant.
Ça me permet de passer les fils de la GoPro sur le côté du casque. Ça me permet de mettre la batterie bank derrière les fils, derrière le casque, donc ça ne me gêne pas du tout, ça ne bouge pas. Et en plus de ça, ça rajoute le côté multicam et c'est vraiment quelque chose d'esthétiquement très joli, je trouve, qui passe avec toutes les tenues, hein, toutes celles que j'ai, ça passe avec le Contractor, ça complète la tenue multicam, donc vraiment pas déçu de cet achat qui m'a coûté vraiment pas cher mais qui a été très long à recevoir. La QRF mode 1 de chez KWA, facilement customisable, on y a installé un Titan à l'intérieur, on a mis la détente max pour un maximum de réactivité et on a changé le moteur pour le SHS High-Torque. Vous avez vu quelque chose de très réactif, très dynamique, parfait pour jouer. Voilà les gars, ma nouvelle réplique, le HK416 A5 de chez VFC, ça faisait un petit moment que j'en voulais une, maintenant je l'ai, c'est nickel. Quelques changements comme sur la QRF mode 1, on y a mis un Titan dedans, la détente max et le moteur a changé pour le SHS High-Torque. Donc comme vous avez pu le voir, vraiment une réactivité de fou sur les deux répliques, quelque chose qui me convient parfaitement et c'est vraiment un pur bonheur de jouer avec. Les deux répliques passent à moins de 330 fps, magnifique. Alors les gars, comme promis, la FAQ, hein, après tout ça, on va commencer par Vincent Dalibar qui a publié « Bonjour aux joueurs, j'espère que vous allez bien en ce moment vu la conjoncture actuelle. J'adore tes vidéos et je voudrais savoir si tu emportes sur le terrain plus de chargeurs pour ta réplique ou si tu emmènes plutôt une à 2 répliques supplémentaires. Je suis en train d'y réfléchir et je voulais savoir si cela était possible. Quels sont tes terrains préférés et pourquoi? Lesquels me conseillerais-tu pour commencer? Je suis novice, je ne joue que très rarement et seulement avec mon association. Merci de ta réponse. » Alors par où commencer? Vous avez bien vu, hein, moi j'ai pas qu'une seule réplique, j'ai 2 bras mais j'en ai 3. J'ai à peu près entre 5 et 9 chargeurs selon les répliques, mais c'est vrai qu'en partie j'emmène toujours plusieurs répliques pour pouvoir changer un petit peu et voilà, me faire plaisir en fait. Je peux jouer comme vous avez vu avec la QRF ou la HK416, vous avez bien vu que le changement se fait très rapidement, donc voilà, j'emmène pas non plus parce que j'ai un collègue dans la team qui joue avec 10 ou 11 chargeurs je crois. J'ai pas besoin de tout ça, mais voilà, j'emmène
un petit peu de chargeur, mais 3 ou 2 répliques minimum. Alors, quels sont mes terrains préférés et pourquoi des terrains préférés, c'est compliqué à dire puisque j'en ai pas fait beaucoup non plus. Moi, je suis de la région parisienne, il n'y a pas non plus beaucoup de terrains. Là, actuellement, je dirais sur tous les terrains qui existent, je me tâte entre Homework de chez Wild Tiger ou le terrain que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Delta Zone de chez French Battle. C'est vraiment 2 terrains que j'aime beaucoup et qui pourtant sont très différents. Homework, on est dans un pur CQB, Delta Zone, on est un petit peu dans du CQB et aussi de la forêt, en tout cas dans des plus grands espaces. Le jeu est totalement différent sur les 2 terrains et c'est vraiment mes 2 préférés actuellement. Alors, si t'es novice, il n'y a pas de problème. Si tu montes sur Homework de temps en temps, ça me dérange pas du tout de jouer, qu'on joue ensemble. C'est vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit, que j'apprécie beaucoup. Jouer avec les abonnés, échanger avec vous, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, si un jour tu montes sur Homework, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et on essaiera de se caler une partie ensemble. Ensuite, j'ai un commentaire. C'est quoi ta couleur préférée de Raph Airsoft? Demande à ta mère. Et ça, je vais le mettre dedans. Je vais le mettre dedans. En intro, mec. En intro. Demande à ta mère. Alors, c'est deuxième question. Ilan, tu joues sur quel terrain et où en France? Je vous ai répondu. La zone se restreint un petit peu à l'Île-de-France. Donc, j'ai fait Homework, Carpe Diem, Delta Zone. À l'époque, je jouais aussi sur Bloodbank. J'ai pu faire tous les terrains de chez Wild Tiger en Île-de-France. Donc, ça comptait Desk. Caserne aussi qui était un super terrain mais qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Donc voilà, à l'heure actuelle aujourd'hui, je me répète, mais ça se restreint à Homework, Delta Zone et quelques fois Carpe Diem. Autre question, une question de Frost. À quel niveau l'airsoft est une activité sportive? T'es-tu déjà retrouvé avec des courbatures le lundi ou des difficultés à suivre le rythme intense de certaines journées? Penses-tu qu'insérer des plaques SAPI factices avec poids réel est un bon moyen d'augmenter sensiblement le côté sportif de l'airsoft? Est-ce seulement faisable sur une journée complète? Je prends note car je compte me mettre à l'airsoft en complément du sport quotidien que je fais, puisque je suis très fan des tactiques de combat, mais souhaite faire de mon expérience un sport plus qu'un jeu, en termes de conditions physiques, pas mentales. PS, bonne journée. Comment tu fais pour la buée? Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Pour commencer, à quel niveau l'airsoft est une activité sportive? J'ai peur de ne pas bien comprendre la question. Pour moi, l'airsoft est un sport... comme tous les autres, à partir du moment où c'est une activité physique dans laquelle on met en avant tout ce qui est musculaire, on met aussi en avant toute la cohésion d'équipe, c'est pas un sport individuel. Donc voilà, c'est un sport pour moi comme tous les autres que je pourrais même comparer au football, même si les objectifs sont différents. C'est quelque chose qui se joue en équipe et qui tire sur les muscles. Ça, c'est obligatoire. T'es-tu déjà retrouvé avec des courbatures? Oui, ce serait mentir de dire non. Maintenant, ça m'arrive un peu moins. C'était surtout au début quand je commençais mes premières parties d'airsoft ou quand j'allais jouer à Bloodbank et que le spawn était à 3 km de l'endroit où j'étais mort et qu'il fallait marcher. Oui, le lendemain, je me retrouvais avec des sacrées courbatures. Après, j'ai la chance, entre guillemets, de marcher tous les jours puisque je travaille en restauration. À l'heure d'aujourd'hui, il y a certains lundis où je me lève en ayant mal au mollet, mais ça c'est surtout quand je vais sur Homework et que je me farcis les 2 étages jusqu'au spawn parce que je meurs comme une merde. Ensuite, est-ce qu'il est difficile de suivre le rythme de certaines journées? En toute honnêteté, je vais répondre oui, parce que justement j'en parlais tout à l'heure, le terrain Delta Zone avec des zones de jeu beaucoup plus grandes que Homework ou Carpe Diem. Et je vous avoue que cette journée-là, j'en ai souffert, puisqu'il fallait traverser des champs, il fallait courir dans tous les sens. Et moi, je suis nul en sport, je cours 10 mètres, je suis rincé. Donc ouais, ça a été vraiment une dure journée, même si le jeu a été vraiment très bon. Le scénario aussi, ça a été vraiment une super journée. Ça a été physiquement dur à suivre. Alors, les plaques SAPI avec un poids réel, moi personnellement je pense pas que ce soit un grand intérêt. Après si toi tu es un grand sportif, oui ça peut être que bénéfique pour toi. Juste fais attention à ton dos parce que forcément avec le poids de la réplique, les chargeurs et tout le matériel qui va avec, je pense que tu es déjà assez lourd. Après voilà, c'est un choix personnel, je suis pas ta mère, je suis pas ton père. Donc si tu as envie de mettre des plaques réelles, rien ne t'en empêche. Moi je mets juste des plaques pour pouvoir un petit peu rigidifier le gilet, pour que je puisse mettre mes poches sans que le gilet parte en cacahuète, mais c'est vraiment juste pour ça, c'est vraiment pas pour reproduire le côté militaire, loin de là. Pour la buée, je suis assez étonné puisque j'en ai très rarement. En général, quand je débute une partie, je mets un peu de spray que j'essuie avec un mouchoir et je suis pas emmerdé. Mais même là, par exemple, j'ai ma cagoule, j'ai mes lunettes au-dessus, j'ai pas de buée. Alors je les décale un tout petit peu, je les colle pas contre mon visage, je les décolle légèrement, ce qui permet d'avoir
un léger passage d'air derrière et j'ai vraiment pas de buée. C'est très rare que j'en ai. Si vraiment je reste statique, que je respire fort, là oui je vais en avoir. Mais un petit coup avec les pouces, ça se barre et après je suis pas emmerdé du tout. Une autre question de Zuka Bliat. Depuis combien de temps fais-tu de l'airsoft? Quel était ton premier loadout et tu joues dans quel département? Alors il y a une question à laquelle j'ai déjà répondu. Je joue dans quel département? On est plus sur la région Île-de-France. Les départements dans le 7-7, il n'y a pas énormément de terrain. Donc on est obligé de se déplacer un petit peu en région parisienne. Mais c'est très rare qu'on aille à plus d'1 heure et demie de route. La seule folie qu'on ait faite, c'est qu'une fois on est monté à Nordisk. Mais c'est vraiment voilà, la seule folie. En général, on reste dans l'Île-de-France. On met moins d'une heure, entre 1 heure et 1 heure et demie pour aller sur les terrains. Donc c'est quand même assez rapide. Quel était ton premier loadout? Je m'en souviens plus. Je t'invite à regarder ma toute première vidéo loadout où j'avais déjà des répliques un peu plus récentes. Voilà, c'était quelque chose d'assez basique. Quand on débute, on va tous sur Taiwan Gun. On prend des choses qui sont évidemment pas très chères puisqu'on commence. Donc voilà, comme quasiment tous les joueurs, j'ai commencé avec un Siras, un G36 de chez Jingong, je crois, et vraiment des trucs vraiment cheap, qui étaient parfois de bonne qualité, mais voilà, j'avais vraiment quelque chose vraiment très basique. Quelle est ta fréquence de jeu? Fais-tu partie d'une team? Ça vient de Odile Guillaume. Alors ma fréquence de jeu, depuis le post-confinement, en fait, on a augmenté notre fréquence de jeu. On essaye de jouer au moins une fois toutes les 2 semaines, même avec les imprévus de certains et d'autres, on arrive quand même à aller sur les terrains. Et voilà, on essaye de rentabiliser et de jouer au moins 2 fois par mois. Concernant la team, oui, maintenant on fait partie, on a créé une team qui s'appelle la ZAT, donc voilà, il y a plusieurs piliers dans l'équipe et c'est vachement sympa, on s'amuse beaucoup entre nous, on s'entend surtout aussi très bien et sur le terrain aussi la cohésion de jeu est très bonne et franchement c'est un pur kiff de jouer avec des gens parce que jouer tout seul c'est rigolo, faire du frag c'est rigolo, mais jouer en équipe pour moi à l'airsoft il n'y a rien de mieux en fait, c'est vraiment un pur kiff. Alors, une question de Max GR que je trouve vraiment très intéressante puisqu'elle est vague comme question, il y a beaucoup de choses à dire. C'est est-ce que tu trouves que l'airsoft a changé depuis que tu as commencé? Si oui, de quelle façon? En bien ou en mal? Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'airsoft. Je vois actuellement beaucoup de débats concernant Wild Trager. Je ne vais pas rentrer dedans parce que déjà, j'en ai pas envie et parce que je vais jouer sur ces terrains-là. Tout ce qui se passe en dehors, comme vous avez peut-être pu voir la dernière vidéo de Diaboloman, personnellement ça ne me concerne pas. Moi je profite du terrain. Alors c'est vrai qu'il y a certains défauts. Le premier c'est que je trouve qu'on est beaucoup trop. Pour moi c'est un petit problème, mais qui au fond n'en est pas un grand. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je passe mes journées à rigoler. Je me prends pas la tête. S'il y a un mec qui veut me casser les couilles, je lui dis ouais ok ça marche, je retourne au spawn et je redémarre. Vraiment je cherche pas la petite bête, je profite des terrains qui sont vraiment bien. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, si l'airsoft a changé en bien ou en mal, voilà, comme je vous ai dit, mal, je pense pas. En bien, oui, puisque il faut surtout voir, moi je vois surtout ça au niveau du matériel. Quand j'ai commencé l'airsoft, il n'y avait pas énormément de répliques. Et encore, j'ai commencé qu'il y a 6 ans. Il y en a qui ont commencé il y a 10-15 ans. Au niveau des répliques, c'était pas quelque chose de fou. Au niveau des gilets, pareil, il n'y avait pas toutes ces marques comme aujourd'hui, avec le Tactec, le 5.11, je connaissais pas Viper Tactical, il n'y avait pas le Titan non plus. Voilà, si vous vouliez des bonnes répliques, il fallait taper dans du Systema ou autre chose qui coûtait des milliers d'euros. Là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous trouvez du matériel, vous pouvez vous équiper correctement de la tête aux pieds, aller pour un budget de 500 euros. Donc c'est vrai que 500 euros, ça fait quand même un petit peu cher. Mais par rapport à ce qui a pu être fait avant, je trouve que c'est vraiment pas hyper cher. Je vais me faire lyncher à dire que 500 euros c'est pas cher. Les mecs ils vont m'insulter. Donc oui, pour moi l'airsoft évolue plus en bien qu'en mal. Voilà, après si tu débutes, fais abstraction en fait de tout ce qui se dit autour de toi, fais-toi ton propre avis et à ce moment-là tu pourras juger, savoir si oui ou non l'airsoft a évolué en bien ou en mal. Comment t'es venue la passion de l'airsoft? Alors en fait depuis tout petit je suis passionné par tout ce qui est pistolet, puisque quand j'étais déjà tout jeune au brocante avec les copains on allait s'acheter des répliques à ressort, à spring, là, les trucs qui vous pètent dans les doigts en 2 minutes. On s'amusait à s'infiltrer dans les propriétés privées, ça a toujours été quelque chose que j'appréciais. Même quand j'étais petit j'étais admiratif devant toutes ces unités d'élite que la France dispose. Mais voilà, en fait, l'airsoft m'est venu déjà dès le plus jeune âge, en fait, j'étais intéressé. Et après, j'ai découvert ça, enfin, ça m'est passé un petit peu, et ensuite, j'ai redécouvert ça en achetant une carabine à plomb. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais en fait, avec la carabine à plomb, je tirais sur des canettes.
Et il y a un moment, bah, c'est chiant en fait. Et je me suis dit, bah, vas-y, j'aimerais bien tirer sur des gens. Sauf que si je tire sur des gens avec du plomb, mauvais bail. Donc du coup, quelques copains m'ont conseillé de faire de l'airsoft. Ils m'ont emmené sur les premières parties que j'ai pu faire. Alors c'était au terrain Paintball 2000, un terrain sur lequel je retourne plus d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai découvert l'airsoft sur ce terrain avec des copains et ça a été le coup de cœur direct. Vraiment, j'ai accroché tout de suite. Je me suis lancé dedans et ben, je regrette pas du tout en fait. Alors, une autre question, Kaizen qui a été postée il y a 6 mois, des sponsors matos en perspective. Je repose cette question même si vous savez aujourd'hui parce que j'en profite en même temps pour remercier mon nouveau partenaire et vous puisque tout ça ne serait pas arrivé sans vous. On est maintenant plus de 3000 abonnés, je suis sponsorisé un petit peu, enfin j'ai un partenariat avec le magasin Déstockage Games. Donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Je te remercie d'ailleurs Simon, je remercie toute l'équipe de Déstockage. C'est vraiment un pur kiff de travailler avec vous, d'être en partenariat avec vous. Et voilà, surtout merci à vous puisque sans vous, rien ne se serait passé, rien n'aurait été possible. Ensuite, une autre question intéressante, même si elle soulève énormément de débats, moi je vous donne mon avis, c'était de Einar Viking. Trouves-tu que les mineurs sont adaptés à ce sport? Oui, je vais vous répondre oui, parce que quand je vois que certains adultes ne savent pas respecter les règles, je me dis que voilà, et autant donner la chance à tout le monde, c'est pas parce que les jeunes sont mineurs qu'ils vont pas forcément respecter. Comme je vous dis, hein, je vois des adultes sur des parties qui se comportent vraiment comme des cons, et je pense que des gamins de 16 ans se comporteraient mieux. Alors oui, en effet, pas jouer avec des gamins de 9 ans comme on peut voir aux États-Unis, mais voilà, mettre une limite d'âge à 14 ans, pour moi, j'y vois pas de problème. Du moment qu'il est accompagné d'un majeur, quand le bonhomme est mineur, j'y vois pas de problème du tout. Ensuite, je termine avec le meilleur, Genzo Softair, qui me suit depuis le début et qui est toujours là avec moi depuis le début. Donc un grand merci à toi, gros. Ça me fait super plaisir à chaque fois que tu regardes les vidéos et que tu les commentes, tu le sais. Même si j'aimerais qu'on joue prochainement et très vite ensemble. Alors la question qui a été posée, et c'est vrai pour ceux qui me suivent, tu as fait une Saigo Défense en Polarstar F2, ce fut l'inspiration de la mienne également, donc tant mieux. Mais je te vois jamais jouer avec. Pourtant, perf réactivité, il y a moyen de faire une M4 au top. Est-ce qu'au final, le fait d'être en HPA te gêne? Bouteille flex. Ben ouais, tu soulèves une bonne question, puisqu'en effet, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai monté une Saigo, une Shinobi en HPA. C'est vrai que le HPA, pour y revenir, hein, c'est quelque chose au niveau performance et précision qui est vraiment génial. Après, ça m'a fait chier en fait. Et pourtant, comment dire, j'adore le bruit du HPA, j'adore le système du HPA, la précision et tout, je vous ai dit, c'est quelque chose de génial, j'avais une réactivité de fou. La bouteille m'a pas tant gêné que ça. Le truc qui m'a le plus fait chier en fait, c'est d'aller remplir les bouteilles à chaque fois. C'est vrai que l'avoir toute la journée dans le dos, c'est quelque chose en fin de journée qui est pas forcément hyper agréable. Et pourtant ça me dérange pas plus que ça, mais c'était pas toujours hyper agréable. Le cordon, voilà, ça rajoute un cordon. Pareil, c'est pas, je sais pas comment te dire ça en fait, parce que c'est quelque chose au niveau du ressenti qui m'a saoulé. Et pourtant, je vais pas dire que le câble gêne. En fait, le câble et le poids de la bouteille ne gênent pas. C'est juste moi en fait. J'ai voulu essayer. Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'ai essayé énormément de répliques. J'ai essayé le HPA, les AEG. Je suis passé par 2 GBBR, le HK416 de chez VFC et le Tokyo Marui. Voilà, j'ai essayé un maximum de choses et ben, forcément, il y a une sélection qui se fait. Et c'est vrai que le HPA n'en fait pas partie. J'ai préféré revenir sur l'AEG, partir sur la GNG MK2 que j'adore, mais alors vraiment beaucoup. Là vous avez vu la QRF mode 1, le HK416 VFC A5, c'est vraiment des répliques que j'aime énormément jouer. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie aussi vous, Déstockage Game, et mon pote Raph qui est derrière la caméra, qui a passé sa matinée à me filmer, c'est super gentil. J'espère qu'on se recroisera bientôt sur les terrains et qu'on ne sera pas bloqué par le confinement. Bref, et je vous dis du coup pardon et à la prochaine sur les terrains, ciao. Générique. Et voilà monsieur. Maintenant je l'ai, on y a apporté quelques modifications. Ça casse les couilles.
ça, wesh. Déstockage Games.